Je m'appelle Kumba Gawlo Seck, et mon histoire est celle d'une griotte moderne, une voix née sous les tambours du Sénégal pour chanter l'âme de l'Afrique. De Thiès à Rufisque, des scènes de Dakar à l'Olympia de Paris, des épreuves qui ont brisé ma voix à une renaissance triomphante, je vous emmène dans mon voyage, un voyage fait de mélodies, de luttes et d'espoir. Je suis venu au monde le 11 mai 1972 à Thiès, une ville où les marchés débordent de couleurs et où les tambours rythment chaque célébration. Thiès, en 1972, était un carrefour animé, un lieu où les trains s'arrêtaient, où les marchands vendaient du poisson séché, des tissus indigo et des cacahuètes grillées. Les matins, je me réveillais au son des cloches de l'église et des appels à la prière de la mosquée voisine. Ma mère, Fatou Kiné Mbaye, était une femme sérère, une chanteuse au timbre envoûtant qui animait les baptêmes et les mariages. Elle avait une voix qui semblait venir de la terre, profonde et chaude, et elle me berçait avec des chansons sur les anciens rois sérères. Mon père, Laye Bamba Seck, connu sous le nom de Gawlo, jouait du luth et racontait les épopées des rois wolofs. Gawlo signifie griot, ce messager sacré qui porte les histoires d'un peuple, et ce nom allait devenir mon héritage, une couronne invisible que je porterai avec fierté. Quand j'avais 3 ans, nous avons déménagé à Rufisque, une ville côtière près de Dakar, où l'odeur salée de la mer se mêlait aux cris des pêcheurs lébous. Nous vivions dans le quartier populaire de Colobane, dans une maison modeste en banco. Les femmes pilaient le mil dans des mortiers, leur rire se mêlant au jeu des enfants. Le soir, les tambours sabars faisaient vibrer l'air, et les griots chantaient sous les étoiles. J'écoutais fasciné les récits de Soundiata Keita, de Ndatiala, ou des héros sérères. Mon père m'emmenait parfois à ces spectacles, et je le regardais, émerveillé, tisser des histoires avec sa voix. Kumba, un griot ne chante pas pour lui, il chante pour son peuple, me disait-il. Ces mots sont devenus mon guide. À l'école, j'étais timide. Les autres enfants se moquaient de mon amour pour la musique, disant que je finirais mendiante comme certains griots. Mais ma mère me défendait. « Tu as un don », répétait-elle. À 5 ans, je suivais ma mère au baptême, apprenant les mélodies qu'elle chantait. À 7 ans, je composais mes propres chansons, des ritournelles sur les oiseaux de la plage que je voyais depuis notre cour. À 9 ans, j'ai rejoint une chorale religieuse à l'église de Rufisque, mêlant les hymnes chrétiens aux chansons wolof que j'aimais. Cette dualité, tradition et modernité, a façonné ma voix. À 12 ans, je chantais lors des mariages et des baptêmes, gagnant mes premiers cachets, 500 francs CFA que je donnais à ma mère pour acheter du poisson. Je me souviens des soirées où ma mère me racontait des histoires de nos ancêtres sérères, des guerriers et des reines qui avaient résisté aux envahisseurs. Elle me parlait de mon grand-père, un pêcheur lébou qui chantait pour les esprits de la mer, et de ma grand-mère, une guérisseuse qui connaissait les secrets des plantes. Ces récits m'ont appris que la musique n'était pas seulement un art, mais une responsabilité. À Rufisque, j'ai appris à écouter, le vent dans les palmiers, les vagues contre les rochers, les rires des enfants. Chaque son était une note, chaque histoire une chanson. À 10 ans, j'ai commencé à imiter les griots du quartier, apprenant à jouer sur un tambour improvisé, fait d'une boîte et d'une peau de chèvre. Mon père riait, disant « Tu es une griotte en herbe, Kumba ». À 14 ans, tout a basculé. En 1986, j'ai entendu parler du concours Victoire de la musique sénégalaise organisé par la RTS. Mon père était décédé 1 an plus tôt, en 1985, et ces mots résonnaient encore « Kumba, ta voix est un don. Fais-la entendre ». J'ai décidé de l'honorer. J'ai choisi Soweto, une chanson qu'il avait composée, un cri contre l'apartheid qui ravageait l'Afrique du Sud. La nuit avant le concours, je n'ai presque pas dormi, répétant les notes sous les étoiles de Rufisque, les vagues de l'océan comme un écho. Sur scène, mes mains tremblaient. Le public était immense, des centaines de regards fixés sur moi. Quand j'ai ouvert la bouche, ma voix a jailli, rauque et douce à la fois, portant les larmes de Mandela, les espoirs des opprimés. Le silence dans la salle était assourdissant, puis les applaudissements ont éclaté comme un orage. J'ai gagné. Ce jour-là, le Sénégal m'a adopté. Youssou N'Dour, assis au jury, m'a regardé avec un sourire. « Tu as une âme dans la voix », m'a-t-il dit. Quelques mois plus tard, il m'invitait à chanter avec lui. À 15 ans, je foulais les scènes de Dakar, apprenant le mbalax, ce rythme qui pulse dans mes veines,
mélange de sabar traditionnel et d'influences modernes comme le jazz et la soul. Avec Youssou, j'ai rejoint son groupe, le Super Étoile, pour des concerts à Dakar et à Saint-Louis. J'étais encore une adolescente, intimidée par les projecteurs, mais il était un mentor exigeant. Il me faisait répéter des heures, m'apprenant à contrôler ma voix, à danser avec le rythme. « Tu as une voix qui peut tout faire », me disait-il. En 1987, j'ai enregistré ma première chanson professionnelle avec lui, Lolou, une ballade sur l'amour et la fidélité qui est devenue un succès local. Je me souviens de ma première performance avec le Super Étoile, à la place de l'Obélisque à Dakar. La foule était immense, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais quand j'ai chanté, les gens ont dansé, et j'ai senti une connexion profonde, comme si nous partagions le même cœur. Ma naissance à Thiès a été marquée par une pluie douce, un présage selon ma grand-mère, qui disait que j'apporterais la bénédiction. Ma maison d'enfance était simple, une pièce en terre battue avec un toit de tôle, où ma mère chantait pour apaiser mes pleurs. À 3 ans, le déménagement à Rufisque a changé ma vie. La mer était mon premier professeur, ses vagues m'apprenant le rythme. Je passais des heures sur la plage, ramassant des coquillages, imaginant des chansons. Ma grand-mère, une guérisseuse sérère, me racontait des histoires de la forêt sacrée de Sinesaloum où les esprits dansaient. Elle m'a appris à mélanger des herbes pour des remèdes, une tradition que j'ai intégrée dans mes rituels avant de chanter. Mon père, Laye Bamba, était un griot itinérant. Il voyageait entre Rufisque et Saint-Louis, chantant pour les notables et les villageois. Je me souviens d'une fois où il m'a emmené à Kaolack, à 8 ans. Nous avons marché sous un soleil brûlant, et il m'a appris à jouer du luth avec une vieille corde. Cette nuit-là, il a chanté devant un village entier, et j'ai senti la puissance de sa voix. À la maison, il me corrigeait sans cesse. « Kumba, chante avec ton cœur, pas seulement ta gorge. » Ces leçons ont forgé ma technique. À Rufisque, j'avais des amis qui jouaient au football dans les ruelles, mais moi, je préférais m'asseoir sous un baobab, écoutant les vieux griots. Un d'eux, Samba Diop, m'a appris à improviser des vers en wolof. À 11 ans, j'ai composé ma première chanson complète, Yaye, un hommage à ma mère, que j'ai chanté lors d'un baptême. Les gens ont pleuré, et ma mère m'a serré dans ses bras, disant « Tu es une griotte, ma fille ». Ces racines m'ont donné une base solide, un ancrage que je n'ai jamais perdu. Après ma victoire en 1986, Youssou N'Dour m'a invité à rejoindre le Super Étoile. Mon premier concert avec eux était à Saint-Louis, lors du festival annuel. J'avais 15 ans, et la foule de 3000 personnes m'a terrifié. Mais quand j'ai chanté Lolou, les gens ont dansé, et Youssou m'a souri me disant « Tu es prête ». Nous avons tourné dans toute l'Afrique de l'Ouest, dormant dans des hôtels modestes ou chez des familles locales. À Conakry, en 1988, une pluie torrentielle a interrompu notre concert, mais la foule a continué à chanter mes paroles, et j'ai su que ma musique vivait en eux. Cette année, 1990, a été un défi. J'ai travaillé avec des musiciens locaux, comme le percussionniste Ousmane Sen, qui jouait les sabars comme personne. Nous enregistrions dans un studio bruyant, avec des poules qui caquetèrent dehors. Ndioukel parlait de ma sœur aînée, Mariama, qui s'était mariée jeune et vivait loin. L'album n'a pas percé, mais il m'a appris la patience. En 1992, à Bamako, j'ai rencontré un griot malien, Mamadou Kouyaté, qui m'a appris des rythmes mandingues. Cette influence se ressent dans Mowour, 1996, où j'ai intégré des sons de kora. Ma collaboration avec Baaba Maal en 1994 a été un tournant. Nous avons enregistré Diamono dans un village près de Podor, entouré de baobabs. Baaba m'a appris à chanter avec le vent, à laisser la nature guider ma voix. Cette expérience m'a inspiré pour Mowour, qui a marqué mon entrée sur la scène internationale. Chaque étape de ses débuts m'a forgé, me préparant à l'ascension qui suivrait. Ma carrière a pris son envol dans les années 1990. En 1990, j'ai sorti mon premier album, Seitané, un disque modeste enregistré avec des musiciens de Dakar. Les chansons, comme Ndioukel, parlèrent de l'unité familiale, un thème cher à mon cœur. L'album n'a pas eu le succès de Mowar, mais il m'a appris à travailler en studio, à diriger une équipe. Je passais des heures à ajuster chaque note, chaque rythme, cherchant à capturer l'âme de Rufisque dans mes chansons. À 20 ans, j'ai commencé à tourner dans la sous-région, au Mali, en Gambie, en Guinée. À Bamako, en 1992, j'ai chanté devant 5000 personnes, un record pour moi à l'époque.
La foule dansait, et j'ai senti pour la première fois que ma musique pouvait unir l'Afrique de l'Ouest. En 1994, j'ai collaboré avec Baaba Maal sur Diamono, une chanson sur la paix. Baaba, avec sa voix peul, et moi, avec mon timbre wolof, avons créé une harmonie qui a marqué les esprits. Nous avons enregistré dans un petit studio à Dakar, entouré de musiciens qui jouaient de la kora et du balafon. Baaba m'a appris à chanter avec mon âme, à laisser mes émotions guider ma voix. Cette collaboration m'a ouvert des portes, et en 1995, j'ai signé avec Seal Art Records, un label qui m'a donné les moyens de viser plus grand. En 1996, j'ai sorti Mowour, Je suis là, en Wolof, un album produit par Ibrahima Silla. Chaque chanson était un hommage à ma famille, à Rufisque, à mes racines sérères. Les percussions sabar, les mélodies poignantes, tout parlait de mon enfance. L'album a conquis le Sénégal, mais ce n'était qu'un prélude. En 1998, la tragédie et la gloire se sont entremêlées. Mon père me manquait terriblement. Une nuit, seul dans ma chambre, j'ai écrit Paternal, une ode à sa mémoire. Les paroles parlèrent de ses mains usées par le luth, de ses yeux qui chantaient avant sa voix. Avec Manu Lima à la production et Tiombaye aux percussions, le morceau est devenu une lamentation universelle. Je revois encore les sessions d'enregistrement à Dakar, dans un petit studio près de la Médina. Thio frappait les sabars avec une intensité qui semblait répondre à mes émotions, et Manu ajoutait des touches de guitare électrique, mêlant le mbalax à des sons modernes. Quand j'ai entendu le mix final, j'ai pleuré. Cette chanson n'était pas juste un hommage, c'était une résurrection de mon père à travers ma voix. Quand Paternal est sorti, les radios sénégalaises l'ont joué en boucle. En France, il a grimpé dans les charts, décrochant un disque d'or en 1999, puis un disque de platine en 2000. À 26 ans, je chantais à l'Olympia de Paris, face à une foule en larmes. Je me souviens de ce soir-là. Les premières notes de Paternal ont résonné, et la foule s'est levée. À la fin, il pleurait, et moi aussi. Ce moment m'a fait comprendre que ma musique pouvait transcender les frontières, parler à des cœurs qui ne connaissaient ni le Wolof ni le Sénégal. Mais la célébrité avait un prix. Les tournées étaient épuisantes. Je passais des mois loin de mes enfants, Aïssatou et Malik, qui grandissaient sans moi. À chaque retour à Dakar, je voyais dans leurs yeux une question silencieuse. « Maman, pourquoi tu pars encore ?» Cela me brisait le cœur, mais je savais que ma voix portait un message plus grand, celui de mon peuple, de mes ancêtres. Ma notoriété m'a donné une plateforme, et j'ai décidé de l'utiliser pour ceux qui n'avaient pas de voix. En 2000, à 28 ans, j'ai été nommée ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF, une mission qui a changé ma vie. Mon premier voyage avec eux m'a emmené à Kédougou, une région isolée du Sénégal, où des enfants marchèrent des kilomètres pour aller à l'école, souvent sans chaussures, sous un soleil brûlant. J'ai vu des mères lutter pour nourrir leurs bébés, des filles mariées à 13 ans privées d'éducation. Ces images m'ont hanté, je me suis juré de faire plus. Avec l'UNICEF, j'ai lancé des campagnes pour l'éducation des filles et la lutte contre le VIH-Sida. À l'époque, le sida était un tabou au Sénégal. Les gens murmuraient honteux et ceux qui étaient infectés étaient rejetés. En 2001, j'ai organisé un concert à Dakar, Mélodie pour la vie, pour sensibiliser. J'ai chanté une nouvelle chanson, Dafadoy, il faut faire quelque chose, un appel à la compassion. Les fonds récoltés ont servi à distribuer des médicaments et à former des éducateurs. Ce jour-là, j'ai vu des familles pleurer de gratitude, et j'ai su que ma musique pouvait guérir plus que des âmes. En 2002, j'ai fondé l'association Lumière pour l'enfance, dédiée aux enfants des rues de Dakar. Ces petits, souvent orphelins ou abandonnés, survivaient en mendiant ou en travaillant dans des conditions terribles. Je me souviens d'un garçon, Aliou, que j'ai rencontré près de la gare de Koloban. Il avait 10 ans, les pieds couverts de cicatrices, et mendiait pour nourrir ses frères. Je l'ai pris dans mes bras, et il m'a dit « Tata Kumba, je veux aller à l'école ». Grâce à mon association, Aliou a été scolarisé, et aujourd'hui, il est enseignant à Thiès. Chaque enfant sauvé est une victoire. Mon engagement m'a aussi mené à défendre les droits des femmes. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, les femmes portent le poids de la société, mais on les écoute rarement. En 2005, j'ai écrit Ndeye Fatou, une chanson sur une femme qui se bat pour élever ses enfants malgré la violence et la pauvreté. À travers mes concerts, je dénonçais les mariages forcés,
les violences domestiques, et je plaidais pour l'autonomie des femmes. Ma voix est devenue une arme pacifique, et je l'ai brandie avec fierté. En 2010, j'ai lancé un programme avec l'UNICEF pour former des femmes à des métiers artisanaux, comme la teinture de tissu et la confection de bijoux. J'ai vu des mères, autrefois dépendantes, ouvrir leur propre boutique, leur visage rayonnant de fierté. Ces victoires, plus que n'importe quel disque d'or, ont donné un sens à ma carrière. Être mère a toujours été ma force. En 1994, à 22 ans, j'ai épousé Mamadou Diop, un homme d'affaires de Dakar. Il était calme, ambitieux et voyait en moi une artiste à soutenir. En 1995, Aïssatou est née, un petit bout de joie avec mes yeux. En 1998, Malik est arrivé juste avant la sortie de Paternal. Aïssatou, dès l'âge de 5 ans, chantait Paternal avec moi, sa petite voix aiguë résonnant dans notre maison à Dakar. Aujourd'hui, à 30 ans, elle est une artiste montante, mêlant mbalax et afrobeat dans un style qui lui est propre. Elle m'accompagne parfois sur scène, et voir ses yeux briller sous les projecteurs me remplit de joie. Malik, né en 1998, a choisi une voie différente. À 27 ans, il est ingénieur en génie civil, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop. Il a toujours été discret, un garçon qui préfère écouter que parler. Mais il est mon rock. Pendant ma maladie, c'est lui qui gérait les factures médicales, organisait mes rendez-vous et me rappelait de manger. Il me disait « Maman, repose-toi, on est là ». Ces mots simples m'ont porté. Ma séparation d'avec Mamadou en 2005 a été douloureuse. Nous nous aimions, mais nos chemins divergeaient. Il voulait une vie plus stable, loin des projecteurs, et je ne pouvais pas abandonner ma mission. Après notre divorce, j'ai déménagé dans une maison plus modeste à Dakar, près de la mer, pour être proche de mes enfants. Ma mère Fatou Kiné, qui vit toujours à Thiès, venait souvent. Elle me cuisinait du thiéboudienne, et on passait des heures à parler de mon père, de nos souvenirs. J'ai toujours protégé mes enfants des médias. Aïssatou, bien qu'artiste, préfère les petites scènes aux grandes tournées, et Malik reste loin des projecteurs. Mais ils savent d'où ils viennent. Je leur ai appris les chansons de leur grand-père, les danses sérères, et l'importance de donner en retour. En 2015, nous avons passé un mois à Thiès, loin de tout, à pêcher avec les cousins, à rire autour du feu. Ces moments simples sont mes trésors. Le succès s'est terni après 2003. Les concerts s'espacèrent. En 2008, une douleur insupportable m'a cloué au lit. Les médecins ont diagnostiqué une occlusion intestinale. Une opération d'urgence à l'hôpital Fann de Dakar a sauvé ma vie, mais les complications ont suivi. Une intubation mal gérée a endommagé mes cordes vocales et une infection post-opératoire a nécessité une nouvelle intervention en 2010, amputant une partie de mon intestin. J'ai perdu 15 kilos, mes cheveux tombaient et mon moral s'effondrait. À Thiès, où je me suis retiré, je passais des heures à prier. Ma foi m'a sauvé. Je lisais le Coran et je parlais à mon père dans mes rêves, lui demandant de me guider. Ma mère venait tous les jours, apportant des tisanes de bissap et des mots d'espoir. En 2012, j'ai commencé une rééducation vocale avec un phoniatre à Dakar, un homme patient qui m'a appris à respirer différemment, à accepter ma nouvelle voix. En 2013, j'ai travaillé avec des spécialistes français à Paris, mais les progrès étaient lents, parfois inexistants. Et si je ne chante plus jamais? Cette question me hantait. La dépression m'a saisi. Je passais des heures à regarder la mer, me demandant si ma lumière s'éteindrait. Mes enfants m'ont soutenu. Aïssatou me chantait mes propres chansons et Malik me lisait des poèmes. En 2015, j'ai eu une rechute, une nouvelle infection qui m'a forcé à rester alité pendant 3 mois. Les médecins étaient pessimistes, mais je refusais d'abandonner. En 2021, j'ai publié une vidéo sur YouTube, les larmes aux yeux, expliquant ma maladie et ma retraite. Priez pour moi, ai-je dit, laissant un espoir fragile. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. En 2022, après des années de silence, ma voix a commencé à revenir, fragile mais présente. J'ai travaillé avec un phoniatre sénégalais, Mamadou Diop, aucun lien avec mon ex-mari, qui m'a aidé à retrouver une tessiture adaptée. Le 15 mars 2023, j'ai fait mon retour lors d'un concert caritatif à Dakar pour UNICEF. La foule retenait son souffle. J'ai choisi une robe rouge, la couleur de la passion, et j'ai marché sur scène, le cœur battant. Quand j'ai chanté « Lumière d'espoir »,
une nouvelle chanson écrite pendant mes nuits d'insomnie, la foule s'est tue. Ma voix, plus rauque, portait les cicatrices de mes combats, mais aussi une force nouvelle. À la fin, ils se sont levés, criant mon nom. J'ai pleuré et eux aussi. Les applaudissements ont duré 10 minutes. Depuis, je chante avec prudence. Ma santé reste fragile. Je dois éviter les efforts prolongés, suivre un régime strict et prendre des médicaments pour mes intestins. Mais chaque note est une victoire. En 2024, j'ai collaboré avec World Vision Sénégal pour un projet ambitieux. Scolariser 8 millions d'enfants d'ici 2026. Aïssatou m'accompagne lors des concerts caritatifs et Malik gère les coulisses. Ensemble, nous portons un message d'espoir. En 2024, j'ai donné un concert à Thiès, dans un petit stade local, pour célébrer les 20 ans de Lumière pour l'enfance. Aliou, l'enfant que j'avais aidé, était là, désormais enseignant avec ses élèves. Il m'a offert un dessin, un portrait de moi chantant, et m'a dit « Vous avez changé ma vie ». Ce moment valait plus que tous les disques d'or. En 2025, j'ai lancé un festival annuel à Dakar, Voix d'espoir, pour promouvoir les jeunes artistes sénégalais. Aïssatou y a chanté, et j'ai vu mon père dans ses gestes, dans sa voix. Le cercle était complet. Aujourd'hui, à 53 ans, je regarde en arrière avec gratitude. Ma vie est un chant, un mélange de joies et de douleurs. J'ai porté haut l'héritage des griots, mêlant tradition et modernité, wolof et sérère, mbalax et pop. Mes chansons, de paternale à lumière d'espoir, sont des ponts entre les générations, des prières pour mon peuple. Aïssatou et Malik sont ma fierté. Aïssatou, avec sa voix qui rappelle la mienne, perpétue notre héritage musical. Malik, avec son calme, construit des ponts, littéralement en tant qu'ingénieur. Mes combats pour les enfants, les femmes et les malades du sida ont marqué des vies. À Dakar, on m'appelle la griotte moderne, un titre qui me rend humble. Ma voix, même fragilisée, résonne encore, dans les écoles de Kédougou, où des filles apprennent grâce à mes campagnes, dans les rues de Rufisque, où les enfants fredonnent paternal. Mon association continue de grandir, et je rêve d'un jour où chaque enfant sénégalais aura une chance. Je pense à mon père, à ses mains usées, à ses chansons. Je pense à ma mère, à sa force douce. Ils vivent à travers moi, à travers mes enfants. Je suis Kumba Gawlo Seck, fille du vent, voix d'une Afrique fière, et mon chant ne s'éteindra jamais. Mes mélodies sont des murmures d'espoir, des échos d'un peuple qui refuse de plier. À travers mes chansons, mes combats, ma famille, je laisse une trace, un tambour qui battra toujours.